Rebonjour ou bonjour à ceux qui nous rejoignent cet après-midi. Nous démarrons tout de suite avec un petit peu de retard pour les personnes qui nous rejoignent sur le webinaire pour la table ronde de 3, donc la troisième de la journée, sur le journalisme d'investigation, donc enquête de transparence, vous allez le voir à travers nos invités. Donc, on aura le plaisir d'écouter Victor Castanet, journaliste d'investigation indépendant et auteur de plusieurs livres enquêtes, notamment Les Fossoyeurs et Les Ogres. Je vais faire très court vu le timing. Ensuite, Alexandre Léchenet, qui est journaliste spécialisé en analyse des données. Il est chef du service énergie et climat de Politico à Paris. Et il interviendra en tant que cofondateur de l'Association des journalistes pour la transparence. Ensuite, Benjamin Perel, qui est journaliste et cofondateur de Médiacité, qui pourra rentrer par le menu toutes les difficultés rencontrées par les journalistes d'investigation, quel que soit l'échelon, quel que soit voilà, le territoire sur lequel, dont il est question. Et on terminera par l'intervention de Lucas Baird, qui est donc membre actif de l'Observatoire des médias Acrimed, donc pour Action Critique Média, qui est très probablement connu parmi vous pour la carte mentale infographie média qui possède quoi, en collaboration avec Le Monde Diplo. Et si vous ne le connaissez pas, je vous engage vivement à en prendre connaissance. Je termine déjà mon introduction et je vous donne la parole à Victor. Voilà, ça marche. Bon, bonjour à tous. Il reste quelques courageux, j'ai l'impression quand même. Je suis ravi d'être là. Non, alors pour parler moi du secret des affaires de manière très concrète, j'y ai été confronté plusieurs fois durant mes enquêtes et notamment lors de mon enquête consacrée au secteur des EHPAD et plus particulièrement au système mis en place par Orpea, qui, pour le faire court, au milieu de bien d'autres choses, était un système de détournement d'argent public. Où en gros, je vais essayer de vous résumer, mais il y avait plusieurs pratiques de détournement d'argent public et une de celles qui rapportait le plus, c'était que dans le financement des maisons de retraite en France, vous avez l'hébergement, en gros ce que payent les familles pour l'hôtellerie, le lit, la nourriture, etc. Et puis vous avez toute la partie payée par les agences régionales de santé et les conseils départementaux pour les soins. Donc les produits de santé, et les postes d'aide-soignants, de médecins coordinateurs, d'infirmiers, etc., sont payés par notre argent, par l'argent public. Et donc, je commence à enquêter sur Orpea et je comprends que il y a une partie de l'argent qui leur est alloué chaque année. En gros, c'est entre 1 et 1,5 million par EHPAD chaque année, via des dotations publiques en fonction du nombre de pensionnaires et du degré de gravité de leur situation. Vous avez droit à un certain nombre de postes financés. Donc, par exemple, pour votre résidence, vous avez droit à 10 aides-soignants. Bon. Donc, il y a à peu près entre 1 million et 1,5 million, ce qui fait pour Orpea quand même 330 millions d'euros annuels à l'époque. Et je comprends que non seulement ils touchent cet argent, mais ils se sont dit, tiens, pourquoi on n'en capterait pas une petite partie discrètement? Et donc, en fait, le meilleur moyen qu'ils ont trouvé, c'est de garder une partie de l'argent qui leur était alloué en ne mettant pas les postes. Donc, on dit par exemple, l'ARS dit pour cette résidence, vous avez droit à 10 postes financés. Ils en mettent que 7. Et à la fin de l'année, vous devez envoyer vos déclarations aux ARS et aux conseils départementaux. Et vous mettez que vous en avez mis 10 parce que de toute façon, les ARS, les inspecteurs n'ont pas le temps. C'est du déclaratif. Ils voient, bon, bah, très bien, ils ont 10 postes, mais ils vont pas nécessairement demander les contrats de travail. C'est aussi simple que ça. Et donc, ils avaient mis ça de manière euh, nationale dans toute la France. Et ça marchait notamment parce que le système était centralisé au lieu. Avant, c'est chaque direction d'établissement qui déclarait directement à son ARS et ensuite ça a été fait par une seule personne chez Orpea, donc c'était beaucoup plus simple de frauder. Bon, je comprends ça. Je comprends en gros que ils ont mis en place ce système pendant des années et il me reste à le prouver avant de sortir l'enquête. Et donc, je demande à des directeurs d'établissements de me donner leur compte d'emploi annuel, où je vois
qu'effectivement, ils ont mis que 7 postes au lieu de 10 et qu'ils font un excédent de 100 000 euros, par exemple, sur leur résidence. Et que c'est pas normal de faire un excédent de 100 000 euros sur l'argent public parce que ça voudrait dire qu'ils doivent le rendre, ce qui évidemment ne font pas. Et donc, pour pouvoir montrer qu'il y a un problème, je demande aux agences régionales de santé de me transmettre les déclarations annuelles. Vous avez d'un côté le document interne et il me faut le document déclaratif pour pouvoir comparer les deux et voir que ce n'est pas les mêmes résultats. Et donc, je vais voir gentiment, poliment, une première agence régionale de santé et je leur demande, voilà, bah, j'aurais besoin de ce document déclaré annuellement par cette résidence d'Orpea. Et on me dit, mais attendez, monsieur Castanet, vous ne pouvez pas demander un tel document, c'est le secret des affaires. On ne peut pas donner des informations concernant le nombre de postes mis en place par le groupe Orpea. Et moi, je ne comprends pas du tout ce qu'ils me disent. Je comprends pas je leur dis, mais attendez, c'est très bien le secret des affaires, mais c'est de l'argent public. Vous donnez chaque année 1,5 million d'euros à cette résidence. Il est bien normal que moi, journaliste, si j'ai des témoignages qui me laissent penser qu'une partie de cet argent est détournée, c'est dans votre utilité à vous, à l'État, à tout le monde, aux ARS, de savoir si oui ou non ce groupe vous vole de l'argent. Ah ben non, monsieur, non, non, non. Et donc, ils veulent pas me transmettre les documents. Donc, je vais voir une autre ARS, puis une troisième, puis une quatrième. Et puis, je me fais à chaque fois hyper mal recevoir par les patrons d'ARS qui ont absolument pas envie que j'enquête là-dessus et qui me transmettent, qui refusent de me transmettre le moins de documents. Et donc, je suis obligé de saisir, comme peut-être d'autres médias ici, ce qu'on appelle la CADA, qui, en 3 mois, normalement, doit vous dire si vous avez le droit ou pas de demander ces documents à cette autorité administrative. Et donc, bon, déjà, la CADA, ça marche pas très bien parce que j'attends pas 3 mois, mais je crois que c'est 7 ou 8 mois. Je suis obligé de relancer, enfin, ça prend un temps fou. Et puis ensuite, finalement, il décide que j'ai droit d'obtenir les documents, mais donc caviardés. Et donc j'ai les documents déclarés annuellement, mais il n'y a pas du tout le nombre de postes, toutes les informations importantes. Il y a du Tipex dessus. Donc pareil, je gueule auprès de la CADA. Et bon, je me rends compte que je suis un emmerdeur à chaque fois, que ce soit auprès de la CADA ou des ARS. Et je comprends pas du tout pourquoi, parce que je leur dis, mais attendez, c'est de l'argent public. Si on arrive à prouver qu'Orpea détourne de l'argent, c'est souhaitable pour tout le monde. Bon, toujours est-il que c'est un long combat et qu'au final, c'est grâce à des présidents de conseils départementaux, notamment dans la Vienne et dans la Gironde, qui, eux, ont pas du tout la même vision de, du secret des affaires et de ce que la législation permet ou pas, et qui vont me dire, bah oui, monsieur Castanet, évidemment, on vous transmet les documents, donc je vais en Gironde et on me transmet les piles de documents déclarés annuellement. Et là, effectivement, je regarde, et quand dans le doc interne, il y avait 7 postes, bah là, j'en vois 10. Et donc, ça m'a pris, sur ce point-là, peut-être 1 an et demi, quasi 2 ans pour euh, prouver qu'Orpea détournait dans cette résidence, mais en vrai dans toute la France, peut-être l'équivalent de 20 ou 25 millions d'euros chaque année dans l'ensemble de leurs établissements. Donc quasi 10% de ce qui était touché était détourné. Et bon, ça a été un long combat et ça montre à quel point, moi j'ai pu, parce que je me suis battu sur cette enquête et que ça a pris 3 ans de ma vie, mais en vrai, vous pouvez abandonner bien avant parce que justement l'administration vous ferme les portes. Donc, bon, c'était un exemple parmi d'autres de à quel point parfois sur notre route de journalisme, même sur des sujets d'intérêt public, sur des groupes dont la majorité des revenus sont issus de fonds publics, bah vous n'arrivez pas, l'administration refuse de vous transmettre un certain nombre de documents en se servant du secret des affaires. J'ai pas fait trop long, j'espère. Parfait. Alors, merci beaucoup. Effectivement, ça résonne avec les premières interventions de la matinée. Euh, pour aller, on va dire, rajouter une pièce dans la machine, on va écouter maintenant Alexandre Léchenet, qui, je le rappelle, travaille pour Politico et intervient en tant que membre de l'AJT. Oui, bonjour, merci de m'inviter.
Donc, je suis cofondateur de l'Association des journalistes pour la transparence. On l'a fondée il y a quelques années face à... en gros, on voulait fédérer tous les journalistes qui faisaient des demandes de documents administratifs et puis les aider à soit à faire leurs recours, soit à les financer quand on devait aller au Conseil d'État, puisque ça coûte environ 5 000 euros d'avoir un avocat au Conseil. C'est quelque chose qui est obligatoire pour poursuivre les recours. Donc, voilà, l'idée, c'était un peu de se fédérer, de partager. On fait des webinaires régulièrement pour former des journalistes. Et l'idée, c'est que, en étant de plus en plus nombreux à le faire, les administrations comprennent qu'elles n'ont pas beaucoup de choix que de communiquer les documents et s'acclimatent et puis qu'on construise petit à petit une jurisprudence. Euh, Moi, ce que je voulais évoquer sur le secret des affaires, et j'ai plusieurs exemples à gauche, à droite, au centre, pour que tout le monde soit content. En gros, ce qu'on constate dans nos demandes, c'est que les administrations, donc souvent c'est vraiment des fonctionnaires et c'est pas les, les gens à la tête de l'administration, les élus, mais je pense qu'on leur a fait peur avec deux choses, c'est le RGPD et le secret des affaires. Et on leur a pas fait beaucoup peur avec la liberté que le droit à l'information et des choses comme ça. Donc, quand ils doivent faire leur petite mise en balance, ils pensent à j'ai eu ma formation RGPD, donc s'il y a une donnée personnelle, il faut que je panique. J'ai ma petite. Alors, je ne sais pas s'ils ont des formations secret des affaires, mais en tout cas, c'est aussi quelque chose qui soulève. Et ben, du coup, voilà, c'est les deux parachutes, ils les mettent. Je sais pas si c'est très sécurisé d'avoir deux parachutes en même temps. Mais du coup, nous, c'est quand même ce qu'on constate. Il y a un premier réflexe, c'est vraiment non, secret des affaires indépendamment de une lecture de la loi qui est assez claire, puisque le secret industriel et commercial, comme on l'a dit ce matin, quoi, il est assez clair. Il y a euh, plein de choses qui sont pas couvertes. Moi, j'ai eu un exemple avec la régie des transports de Nice, Ligne d'Azur, qui a fait une expérimentation avec Uber et ils ont signé un contrat. Et un des premiers termes du contrat, c'est qu'il y avait un accord de confidentialité et que rien ne pouvait être partagé sans l'accord d'Uber. Mais du coup, je suis pas sûr que ça, ce soit quelque chose qui tienne face à un juge administratif. Bref, je suis allé au tribunal et hélas, quoi, le tribunal a mis beaucoup de temps à répondre et il a dit s'il y a des mentions qui sont couvertes par le secret des affaires, bah, en gros, vous les noircissez, occultez, merci. Je cherchais le vous les occultez, mais il n'a pas dit lesquels. Donc, la régie des transports, elle m'a envoyé un PDF, et puis toutes les lignes, elles étaient occultées, et puis il y avait un beau tableau. Puis en plus, ils voulaient vraiment se moquer de moi, plutôt que de mettre un gros cadre noir sur tout le tableau. Ben, ils ont fait case par case un petit cadre noir sur tous les chiffres. Et du coup, ils pensaient avoir répondu. Et ce qui est assez marrant, c'est que moi, j'étais assez triste parce que j'ai passé beaucoup de temps, j'ai dépensé de l'argent parce qu'ils avaient essayé de me faire une médiation avec des dames très gentilles qui m'ont dit ah, pourquoi vous voulez les documents? Je dis bah, parce que c'est mon travail. Et puis les gens de la métropole, ils disaient nous, on veut pas vous les donner. Et je disais bah, c'est dommage. Et puis après, les dames, elles disaient mais alors qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que tout le monde soit content? Et du coup, il disait, nous, on pourrait lui donner des infos en exclusivité, mais pas celle-là. Et il disait, est-ce que ça vous irait si vous avez des infos en exclusivité? J'ai dit, non, moi, je veux celle-là, et je veux que quelqu'un décide sur la base du droit et pas sur la base de un porte-flingue de Christian Estrosi qui pourrait, je crois que c'était lui, ou un porte-flingue, en tout cas des élus niçois, qui décidait ce qu'il avait le droit de me communiquer ou pas. Bref, donc tout ça m'a coûté de l'argent, parce qu'il faut payer ces dames très gentilles, il faut payer le train. Mais du coup, au final, je reçois ce document qui est caviardé au maximum. Et je le partage à une journaliste de Marianne que je connais, qui connaît bien Nice. Et elle me dit, c'est rigolo, on va en faire une histoire. Et donc, le journaliste qu'elle missionne sur l'enquête, il appelle la régie des transports et il dit, mais pourquoi vous voulez pas communiquer ce rapport? Et le mec, il dit, mais je vous le communique. Et donc, c'était 3 semaines après moi que j'avais reçu de l'administration ce document. La même administration envoie le rapport pas du tout caviardé à un journaliste qui le demande. Et je pense que ça montre que les fonctionnaires, ils ont vraiment quoi, c'est comme qu'ils se mettent dans leur petite coquille et puis ils disent, il faut pas que je communique. Et puis je pense que si je suis journaliste, ça fait peur. Si c'est un élu d'opposition, je pense que ça fait peur pareil. Mais du coup, là, on ferme tout, on donne rien. Et, euh, et c'est vrai que le secret des affaires, il est pas très. Ça, c'était mon exemple un peu du centre, un peu de droite, je sais pas, c'est chacun selon son avis, mais il n'est pas très bien compris. Et j'avais un autre exemple à Bordeaux où j'ai fait un travail sur
les quick commerce, tous les Cajoo, Gorillaz et compagnie. Et j'essaie de voir comment ces entreprises communiquaient avec les élus. Donc j'ai demandé à plein de grandes villes tous les documents qu'ils avaient reçus de ces entreprises. Donc Bordeaux, mairie écolo, je demande à une adjointe et elle me dit oui, oui, quoi, on verra. Et puis elle me relance pas. Et du coup, je saisis la CADA. Et puis je relance quand même la mairie de Bordeaux en leur disant mais pourquoi vous voulez pas me le donner? Et ils me répondent et ils disent pour protéger les données couvertes par le secret des affaires, nous avons fait une demande d'autorisation de divulgation à Cajou, d'abord par mail puis par courrier en accusé de réception. Nous n'avons reçu aucune réponse de leur part. Donc plutôt que d'essayer eux de se dire est-ce que ça, sachant que c'est un document de lobbying, donc il n'y a pas forcément beaucoup de données secrètes, commerciales, c'est quand même beaucoup du blabla et tout ça. Et eux, ils mettent tous les pare-feux possibles et ils vont demander l'autorisation à une entreprise. Est-ce que ça, on peut le donner ou pas à un journaliste qui nous le demande? Donc, bon, là, elle n'a pas répondu parce que je crois elle a périclité assez rapidement ou elle était rachetée, mais du coup, je suis pas sûr que ce soit la vraie méthode pour obtenir des documents administratifs. Et je pense que les fonctionnaires ou même après les élus, ils sont un peu frileux. Et sachant que la jurisprudence, elle est assez claire sur beaucoup de choses. Déjà, elle impose de mettre en regard ce secret des affaires avec le droit à l'information, de mettre en balance. Et donc, c'est un petit pouvoir aussi que vous parliez de votre pouvoir de commissaire aux finances, mais nous, on a un petit pouvoir de journaliste où on peut dire, bah voilà, on le fait pas pour se faire plaisir, on le fait pour l'information. Donc, il faut prendre ça en compte. Et même si effectivement, il y a des documents couverts par le secret des affaires, est-ce que mon droit à l'information, il n'est pas plus important? Et ça, je ne sais pas si les juges, quoi, les juges le font un peu, mais dans les administrations, ils prennent aucun risque. Et après, comme moi, j'avais demandé en 2019, j'ai fait un travail sur le lobbying des GAFAM et j'ai demandé à l'Élysée tous leurs échanges avec donc Google, Amazon, Facebook, Microsoft. Et assez rapidement, l'Élysée me répond, on a plein de documents, mais tout est couvert par le secret des affaires. Et du coup, c'était très bien comme réponse, parce que déjà, ils disent qu'il y a des documents, il y a des autres ministères qui ont dit, on n'a rien pu retrouver, on est désolé. Et au final, après 3 ans de procédure, le tribunal a regardé tous les documents, il y avait 90 pages, et c'est le tribunal qui a décidé ce qui était communicable ou pas. Et dans les 90 pages communicables, il y avait une page qui ne pouvait pas m'être communiquée, qui était une note du fisc sur la situation d'Amazon, parce qu'ils étaient assez mal en point, il y avait beaucoup d'embrouilles, mais ça n'empêchait pas Emmanuel Macron de les recevoir. Quoi. On a toutes les discussions, du coup, est-ce que c'est pas grave qu'ils soient mal à l'aise avec le fisc et qu'on aille inaugurer leurs locaux. Et puis, il y avait 3 paragraphes dans un autre mail où Microsoft expliquait sa stratégie fiscale aussi. Et donc, le tribunal dit ça. Donc, sur 90 pages, c'est-à-dire qu'il m'en a enlevé 2, mais il m'a fallu 3 ans avec le tribunal qui, d'abord, attend la réponse, ensuite demande les documents, ensuite les regarde, ensuite donne un avis. L'avantage, c'est que les documents, ils étaient quasi noircis par le tribunal, donc ça n'a pas pris longtemps après la décision pour que je les reçoive. Mais c'est vrai que c'est un peu long. C'est vrai que quoi, du coup, pour ça, nous, on essaye d'encourager un référé communication qui nous permettrait de dire, bah là, il y a une urgence. En fait, on est journaliste, on n'a pas forcément 3 ans à attendre quand il y a des grands événements qui se passent sur les JO. Quand il y a des membres de l'association qui ont demandé des documents, eh ben, ils les ont toujours pas reçus. Mais du coup, c'est un peu, c'était sur l'eau de la Seine et tout ça. C'est des choses qui sont un peu inutile. Et c'est vrai on avait tenté de faire des référés, mais on n'a pas forcément tous les outils pour avoir rapidement une réponse du tribunal. Et aussi, effectivement, il faudrait que ce soit le juge qui détermine où est-ce qu'il y a des mentions qui relèvent du secret des affaires, plutôt que de laisser ça à l'administration, parce que elle a toujours un peu peur et elle va souvent beaucoup occulter. Donc voilà, ça c'était un peu des exemples. J'en ai d'autres si jamais sur les gerbes de fleurs des ministres. Euh, Parce ils ont occulté le prix unitaire de la gerbe, parce que ça c'est quelque chose que j'ai pris les notes, parce que le prix unitaire présent sur les factures reflète la stratégie commerciale des entreprises concernées, donc les fleuristes, Euh, et elles sont exclusivement communicables aux fleuristes. La divulgation de ces prix à des tiers porterait atteinte au secret des affaires de ces entreprises. Mais du coup, ça, c'est ce que Matignon m'a répondu. Mais le ministère d'à côté, à l'intérieur, ils m'ont communiqué le prix
unitaire de chaque gerbe. Donc, il y a aussi un peu chacun fait un peu à sa sauce. Et après, en plus, du coup, Matignon, il ne communiquait pas le prix unitaire de la gerbe, mais quand il y avait deux gerbes sur une facture, j'avais quand même le prix total. Donc, et puis, quand il y avait qu'une seule gerbe, j'avais aussi le prix total. Donc, sur la stratégie commerciale du fleuriste, je l'ai à peu près compris. C'est à peu près 200 euros la gerbe. Mais bon. Du coup, je vous inviterai à lire ce papier. Euh, mais bref, quoi. Du coup, c'est assez fou de voir ça, parce que bon, au final, mon papier sur les germes, j'ai pas trop pu faire d'analyse des prix, mais c'était pas le but. Voilà. Après, pour conclure, je dirais que il y a quelques points qui ont déjà été évoqués ce matin, mais sur la vie privée des personnes morales ou tout un tas de jurisprudences qui vont plutôt dans le mauvais sens selon nous et qui vont pas vers plus de transparence, alors que comme Victor l'a dit, il y a plein de choses c'est l'argent public et il n'y a pas forcément quoi, il ne devrait pas y avoir de doute sur le fait qu'on puisse essayer de comprendre comment il est utilisé. Et voilà. Merci beaucoup. Donc, dans cette recherche de bon sens, de vérité, d'informations claires, on va maintenant écouter Benjamin Perel sur le volet médiacité et donc cette réalité journalistique dans les territoires. Oui, bonjour à tous. Alors juste rapidement vous dire ce qu'est Médiacité parce que c'est pas forcément le média le plus connu et notamment ici. Donc on est un média en ligne d'investigation qui s'intéresse aux grandes métropoles et puis aux grandes collectivités et on est basé à Lille, à Lyon, à Nantes et à Toulouse depuis 2016. Et donc, nous, nos sujets, c'est plus rarement Matignon et encore moins l'Élysée, mais c'est souvent les collectivités locales, donc les mairies, les métropoles, les conseils départementaux, régionaux, etc. Et je vais paraphraser hein, ce que disaient et Alexandre et Victor, le secret des affaires et quelque chose que depuis 6 ou 7 ans, on nous oppose très régulièrement. J'ai fait l'expérience, j'ai demandé à tous mes petits camarades, donc on est dispersés aux quatre coins de la France, de me raconter une anecdote pour préparer cette intervention autour du secret des affaires. Généralement, quand je pose une question comme ça sur Slack, enfin sur une messagerie, je peux espérer une réponse dans les 3 jours de la part de la moitié de la rédaction. Là, dans les 10 minutes, j'avais mes 50 anecdotes. Donc, je vais vous les épargner. Je vous en ferai pas 50, mais c'est quotidien. L'argument de on ne peut pas vous communiquer ces documents parce que ils relèvent du secret des affaires, c'est on en a au moins une fois par mois à chaque fois qu'on demande quelque chose. Et alors c'est vrai qu'on demande beaucoup de choses et ça nous est aussi régulièrement reproché. Je crois que récemment c'est un de mes confrères, Mathieu Slis, qui travaille sur les rectorats et sur les inspections menées dans l'éducation nationale et notamment auprès des établissements privés, et qui hier ou avant-hier a encore reçu un mail du ministère lui disant que le ministère n'était pas un service statistique destiné à lui dire d'établissements privés et combien d'établissements publics avaient été inspectés ou non ces dernières années. Donc là aussi, hein, c'est une longue histoire, c'est une enquête qui mène depuis 1 an et demi, avec appel à la CADA, avec évidemment tentative de séduction de tous les rectorats pour les convaincre qu'il était d'intérêt public de nous dire combien d'inspections étaient menées chaque année dans ces établissements. Quasiment aucun rectorat n'a répondu, à l'exception de celui de Nantes, je crois. Et on attend toujours, et la procédure CADA est lancée, euh, est toujours en cours. C'est vrai que c'est toujours un peu plus long que ce qu'on pourrait espérer. Ce qui nous place aussi, nous journalistes, dans des problèmes de temporalité, parce que un sujet est intéressant à un moment donné, mais 6 mois, 1 an, 2 ans plus tard, d'un coup, il le devient moins parce que bah, son intérêt public s'est un peu émoussé, parce que l'actualité est passée. Alors, on le traite quand même, mais ce n'a plus tout à fait la même valeur. Un petit exemple. Euh,
parmi ceux que j'ai recueillis, oui, c'était sur, alors à Nantes en 2014 ou 2015, ils décident de transférer le marché d'intérêt national, le Rungis de Nantes, de l'île de Nantes, où ils veulent construire le nouvel hôpital de Nantes, un peu plus loin, à Rezé, en périphérie. Et donc on commence à s'intéresser à ce sujet, et puis on suit un petit peu. Puis en 2019, on voit que les coûts de ce transfert ont littéralement explosé, passant de, je crois que c'était 70 millions à 130 millions. Donc là, on se dit, bon, bah, il y a quand même peut-être un sujet, on va essayer de savoir pourquoi. On demande évidemment donc, tous les documents. On arrive un petit peu à savoir ce qui s'est passé sur les travaux, etc. Et puis il y a une case qui était l'indemnisation des grossistes résidents de ce marché d'intérêt national qui nous paraît avoir explosé. Donc on cherche à comprendre. On cherche à comprendre comment ces grossistes ont été indemnisés, pourquoi. Et puis en se renseignant un petit peu, en discutant avec certains de ces grossistes, on se rend compte qu'ils n'ont pas du tout tous été indemnisés de la même façon. Et que certains ont touché 800 000 euros, quand d'autres, qui avaient à peu près la même surface de vente, étaient dans la même activité, en avaient touché à peine 200 000. Donc on se dit, c'est quand même étonnant. Il doit y avoir quelque chose qui nous échappe, et donc on aimerait savoir ce qui nous échappe et comment tout ça a été calculé. Donc là, on entame les démarches. On demande évidemment à la métropole de Nantes de nous fournir les conventions passées avec chacun de ces grossistes, etc. Refus, secret des affaires, évidemment. Et donc, on demande ensuite à la CADA, qui nous donne droit à réception de ces documents. La métropole de Nantes finit par le faire, et là, on retrouve le vieux système. Évidemment, tout ce qui était chiffres et méthodes d'indemnisation avait été caviardé. Euh, voilà, tu en tires les conclusions que tu veux, mais en tout cas, ça avait été caviardé. Et à ce moment-là, on est une petite rédaction, hein, c'est 13 personnes sur 4 villes et tout, donc on a parfois des difficultés à suivre les sujets jusqu'au bout, surtout comme ça, les obstacles se multiplient et deviennent difficilement franchissables. Donc on met un peu ce sujet-là de côté en se disant qu'on y reviendra. Et puis en fait, on s'est fait devancer par la Chambre régionale des comptes qui, il y a un an, a publié un rapport en mettant et en dénonçant ce système de calcul étrange de l'indemnisation des différents détaillants, et en montrant ce qu'on avait pressenti, mais sans jamais avoir pu le prouver parce que c'était sous le typex des documents, que certains avaient à bénéficier d'un mode de calcul beaucoup plus favorable. Et puis, bah, je vous renvoie vers Médiacité pour essayer de comprendre pourquoi certains avaient bénéficié d'un mode de calcul plus favorable que d'autres. Il y avait des proximités qui peuvent donner des pistes d'explication. Voilà, non, mais pour vous dire et pour pas monopoliser la parole, que ce secret des affaires, et Alexandre l'a très bien décrit, est quelque chose qui nous est très régulièrement opposé, par peur, comme tu le disais, parce que je pense qu'il y a une crainte de mal faire, de divulguer effectivement des informations qui en relèveraient ou qui pourraient causer un préjudice aux entreprises. Et je ne peux pas m'empêcher non plus de penser qu'il est utilisé parce que ça permet d'éviter de faire la transparence. Ça permet d'opposer un argument facile, simple, et dont la contestation demande du temps, de l'énergie, que les journalistes n'ont pas toujours, pour éviter d'avoir à communiquer des informations ou des documents. Euh, voilà, en substance, l'analyse locale donc, qu'on peut faire de cette question. Merci beaucoup. Alors justement, je pense que les trois premières interventions se rejoignent sur un fait, c'est que ce soit un journaliste indépendant, une rédaction au national, une rédaction éparpillée sur le territoire français, c'est chronophage, énergivore et très cher. Et de l'autre côté, on peut regarder de l'autre côté, où je ne sais pas exactement où le situer,
On est quand même dans une situation assez marquée de concentration des médias que Luc Habert va nous détailler. Ouais, oui, c'est ça. Donc, moi, mon expertise n'est pas beaucoup sur la question du secret des affaires en tant que tel ou de l'investigation. On soutient à fond le journalisme d'investigation autant qu'on peut, mais nous, à Acrimed, notre expertise, c'est surtout du coup sur le traitement médiatique, notamment donc, dans les médias dominants. Et voilà, bah, du coup, c'est pour vous apporter un peu une mauvaise nouvelle de plus, quelque part, par rapport à tout ce qu'on a dit aujourd'hui. C'est sur le fait que, malheureusement, en plus de tout ce qui a été dit, la transparence ne suffit pas forcément, puisqu'il y a la grosse difficulté qui est que il suffit pas qu'il y ait un scandale, il faut aussi qu'il fasse scandale, quoi. Il faut que ce soit repris dans les grands médias. Et là-dessus, il y a beaucoup de choses qui peuvent aussi y faire obstacle. Bah, la première chose à laquelle on pense, bien entendu, c'est, on va dire, d'une manière générale, on va dire les questions d'autocensure des journalistes, parce que gros problème de précarité dans le métier, et puis parce que, voilà, puis parce que, a fortiori, dans des médias non indépendants, il peut y avoir des pressions plus ou moins implicites ou pas de la hiérarchie. Et derrière, effectivement, bah, il y a le pouvoir lui-même des hiérarchies éditoriales qui sont généralement directement nommées par les actionnaires des grands médias et qui vont être généralement celles qui vont décider de la priorisation des informations, qui vont être celles qui vont décider, par exemple, de consacrer potentiellement beaucoup plus une part importante du journal, on va dire, à des faits divers ou autres, et souvent un peu moins à des choses qui relèvent peut-être plus de l'intérêt général, enfin, de l'intérêt du public. Et en plus, avec aussi des questions de cadrage de l'information. Bon, l'exemple récent, on peut parler du traitement médiatique de la condamnation de Sarkozy. Voilà, comme voilà, une confrère de Mediapart qui pourra mieux en parler peut-être, mais en tout cas, le fait voilà, où il y a de plus en plus aussi une discussion polémique et autre, et avec de moins en moins de rappels des faits, de ce pourquoi il était accusé, et du fait que sa défense est absolument en décalage avec le sérieux des accusations qui le concernaient. En plus de ça, des choses qu'on analyse, qu'on montre beaucoup, c'est le fait que la concurrence entre les grands médias n'amène pas forcément une diversité du traitement médiatique. Au contraire, il y a un effet de la concurrence qui est plutôt un effet au mimétisme. Si tout le monde en parle, il faut à tout prix que nous aussi on en parle. Et inversement, si personne n'en parle, pourquoi enfin, on en parlerait nous? Bah, enfin, forcément, après, il y a une question de rapport de force et forcément un scandale d'État qui concerne un ancien président de la République. Bah, tout le monde va quand même en parler, mais forcément, sur des choses plus locales ou plus là, c'est toujours plus compliqué de faire passer ça. En plus de tout ce qui a été dit, bah, effectivement. Voilà, il va y avoir des objections à base de ah mais c'est trop compliqué, les gens peuvent pas comprendre, d'où effectivement un peu par rapport à ce que disait Fabien Gay ce matin sur le côté la complexification de ces choses-là aussi qui fait que voilà, c'est de plus en plus difficile d'expliquer ces affaires-là. Et effectivement, c'est un peu trop tard pour en parler, c'est plus dans l'actualité, etc. Donc enfin, c'est toutes ces choses-là qui vont faire des filtres à ne pas faire à rendre difficile voilà, que les scandales arrivent jusqu'au grand public, quoi. Et en plus, on peut aussi parler de la disparition de l'investigation dans les médias dominants. Mais ça, après, je pense que Clarisse, la Dauphin d'investigation, pourra peut-être en parler aussi. Que, effectivement, plus ça va, moins les médias les plus importants financent eux-mêmes l'investigation, plus ça repose sur des médias indépendants qui font ce qu'ils peuvent, mais effectivement avec de moins en moins de moyens. Et voilà, plus en plus, voilà, l'aspect où quelque part c'est la possession de Gromédia devient plus voilà, un relais de communication. On peut parler de, par exemple, voilà, voilà, faut pas compter par exemple sur le Figaro pour informer sur le Rafale, quoi, puisque c'est la propriété du groupe Dassault. Voilà. Et donc après, nous, donc pour un petit rappel vis-à-vis de la concentration des médias, donc après la concentration des médias, alors, c'est vraiment la question de est-ce qu'un même propriétaire possède plusieurs médias ou qu'est-ce qu'il possède en dehors. Bon, ça, voilà, même avec voilà, un propriétaire qui possède qu'un seul média, on peut déjà avoir ces problèmes de pression, etc., hein. Mais effectivement, ça s'aggrave d'autant plus du fait que l'essentiel des médias dominants est possédé par une vingtaine de milliardaires. Et voilà, il y a une loi qui encadre normalement la concentration des médias, qui est la loi Léotard, qui date d'il y a 30 ans, mais qui est très très insuffisante. La preuve, c'est que tout ce qui se passe aujourd'hui
en termes de rachat de médias est légale. Il n'y a quasiment jamais d'impossibilité pour s'acheter un média. Et voilà, sachant qu'aussi, elle n'est pas adaptée par rapport au fait qu'il y a plusieurs types de concentration. On pense surtout à la concentration horizontale, donc combien de télé différentes peut posséder, voilà, par exemple Bouygues qui va posséder TF1, LCI, etc. Mais il y a aussi la concentration, on va dire, qu'on appelle transversale, donc posséder à la fois une télé, une radio, etc. Et des fois, voilà, comme par exemple Bolloré qui possède à la fois CNews et Europe 1 et le JDD, etc. Et enfin, il y a la concentration, on va dire, plus verticale, qui est de posséder des activités en amont ou en aval des médias, donc notamment, encore une fois, Bolloré, qui possède par exemple les relays, donc les, les trucs de diffusion des journaux, qui possède aussi des maisons d'édition, donc des fois ça peut poser des problèmes sur la promotion des livres, comme par exemple la promotion du dernier livre de Bardella, édité chez Fayard, donc chez Bolloré, puis relayé après dans tous les médias Bolloré pour après, par mimétisme, relayé dans tout le reste de la presse, par exemple. Voilà. Et en plus, après, voilà, il y a les questions quand les médias appartiennent plus directement à donc, des industriels, voire même à des industries dépendantes de la commande publique. Donc là, on peut penser notamment à Bouygues qui possède TF1 et qui est une grande entreprise de BTP et où il va y avoir aussi des fois des conflits d'intérêts, on va dire, du côté des politiques, où c'est toujours difficile à prouver, mais on peut se dire que des fois, ça aide à faire signer des contrats de pouvoir derrière avoir un plateau de télé sur lequel inviter les mêmes politiques qui ont signé le contrat. Il y a même un exemple comme ça d'il y a 30 ans de comment ils avaient fait une fausse interview du dictateur du Turkménistan après avoir signé un énorme contrat avec lui. Interview qu'ils n'avaient pas diffusée, mais où ils avaient manifestement fait croire au dictateur qu'il parlait au peuple français, quoi. Voilà, c'est pour donner le niveau. Et on peut se douter que ce qui vaut pour ce cas-là se vaut aussi pour beaucoup de politiques en France, quoi. Voilà. Et donc après, comme je disais, il n'y a pas que la concentration des médias, il y a tout simplement la question plus générale du pouvoir des journalistes sur leur ligne éditoriale, quoi. Donc ce qu'on défend, est-ce que c'est aussi un peu défendu par sur la question du droit d'agrément qui était dans l'objet d'une proposition de loi de Sophie Taillé-Polian. Et voilà, plus aussi, encore une fois, encore un autre souci vis-à-vis de l'ARCOM, qui est censé être l'autorité de régulation des médias, et dont le conseil de direction est composé donc, du président qui est nommé par le président de la République, puis plus, enfin, 9 membres en tout, il y en a 3 nommés par la présidente de l'Assemblée nationale, 3 par le président du Sénat, et un par le Conseil d'État, un par la Cour de cassation, quoi. Mais donc, il n'y a même pas de représentation de l'opposition politique dans un conseil qui est censé voilà, administrer l'ensemble du champ médiatique, donc qui est censé être normalement le quatrième pouvoir et qui est censé être un contre-pouvoir des 3 autres. Et voilà, ça, plus le fait qu'il y a plus une certaine opacité, y compris au sein de l'ARCOM, quand les décisions sont prises, on a souvent le résultat, mais on n'a pas forcément le contenu du délibéré, de pourquoi précisément l'ARCOM a décidé de renouveler ses news, pourquoi il a refusé tel canal de TNT ou pas, quoi. Donc, voilà, y compris, il y a aussi une question de transparence, y compris à ce niveau-là, quoi. Merci beaucoup pour vos interventions. Oui. Oui, juste, non, mais alors la situation elle est catastrophique, hein, on s'entend Acrimed, juste, est-ce que vous avez des chiffres chez Acrimed concrets sur, je sais pas, il y a moins d'investigations en France ces dernières années, ou il y a de plus en plus de journalistes qui se font de l'autocensure? Parce que c'est à la fois, hein, moi je ne dis pas qu'il n'y a pas un énorme sujet de concentration des médias, mais j'aimerais savoir concrètement, factuellement, si effectivement il y a moins d'enquêtes en France qu'il y a 10 ans et si les journalistes s'autocensurent plus. Est-ce que c'est du déclaratif? Est-ce que vous faites des sondages? Euh, sur quelle base en gros? Non, non, on fait pas spécialement ce genre d'études chiffrées, nous. Après, effectivement, c'est plus après, voilà, ne serait-ce à écouter ce que disent les premiers concernés, quoi. Voilà. Clarisse Feltin qui est dans la salle pour vous répondre. Oui, bah justement, en tant que première concernée, s'agissant des... Présente-toi, Clarisse, parce qu'on a changé de public. Ah oui, bah, Clarisse Feltin, donc je suis journaliste d'investigation et j'ai notamment réalisé un film documentaire, une enquête sur la 69 qui est sortie il y a 2 ans maintenant, qui a donné lieu ensuite à une commission d'enquête.
sur le montage juridique et financier de la 69. Donc, en fait, en tout cas en audiovisuel, il y a carrément des émissions qui ont disparu ou qui ont changé de ligne éditoriale. Par exemple, Cache Investigation. Alors, sur le service public, il y a Cache Investigation, complément d'enquête et un petit peu envoyé spécial. Envoyé spécial fait beaucoup moins d'enquêtes qu'avant. Et Cache Investigation ne s'intéresse pas aux problèmes franco-français, c'est les grandes multinationales. Voilà. Mais ça, c'est pas lié à la concentration des médias. Non, c'est juste une volonté de museler l'investigation en France. C'était quand même la question qui était posée. Secret d'info dans la volumétrie comment ça s'appelle Secret d'info, c'est de France Inter, Ouais. dont les plages horaires ont été diminuées. La tête au carré, c'est pas de l'investigation, c'est de l'écologie, mais enfin, tout est Oui, lié. ça a été menacé. C'est menacé et dont les plages horaires aussi ont été limitées. Ouais. D'ailleurs, complément d'enquête, c'est quand même diffusé à 23 heures. C'est quand même scandaleux, quoi. Donc, voilà. Après, la concentration des médias. Est-ce qu'il y avait déjà des enquêtes chez CNews, sur C8? Il faudrait poser la question à Pascal Praud et Cyril Hanouna, mais je suis pas sûre, en fait, que ça ait jamais existé chez eux. Investigation. Après, il y a toujours M6, hein, et un peu TF1, 7 à 8. Mais il n'y a pas de grand doc, de grande. Donc, c'est quand même des formats assez courts. Enfin, sur M6, il y a enquête exclusive, mais voilà. Donc, ouais, c'est pas terrible. Oui, alors, achetez tous le poster Acrimed, mon diplôme avec la concentration des médias. Moi, je l'ai affiché dans mon local. Tous les gens qui rentrent, mon local de permanence à Toulouse, tous les gens qui rentrent dans le local regardent ça. Et même si on le sait, on est quand même stupéfait. 90%. Il ne faut pas cesser de le dire, 90% des médias sont possédés par 9 milliardaires. Et aujourd'hui, si j'en parle encore davantage, c'est parce que j'ai déposé un amendement il n'y a pas plus longtemps qu'il y a 3 semaines au sein de l'hémicycle pour la taxation de CMA-CGM. Je sais pas, j'ai rien contre CMA-CGM, sauf que CMA-CGM aujourd'hui, parce que c'est dans le transport maritime, bénéficie d'un régime fiscal super, super, super privilégié. Ça s'appelle la taxe au tonnage et ça correspond à peu près, alors que l'impôt sur les sociétés est à 25%, ça correspond à peu près à 2% maximum. Et encore, c'est par échelle. Mais enfin, eux, c'est 2%. Donc, vous imaginez. Eh bien, le gouvernement a décidé que CMA-CGM ne serait pas soumis, comme les autres entreprises qui, eux, ont une taxation à 25%, à la super taxe IS qu'ils voulaient supprimer, qui finalement, ils ont réintégré. CMA-CGM en est dispensé. Cette année, l'an dernier, ils l'avaient payé. Cette année, ils en sont dispensés. Et donc, qu'est-ce que fait CMA-CGM? Grâce à la taxe au tonnage, c'est-à-dire à 2%, investit non pas dans le transport maritime et sa décarbonation, mais investit dans quoi? Dans les médias. Eh bien, va acheter, Femme Actuelle, Challenge, je ne sais plus qu'est-ce qu'ils ont. C'est tout. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je ne sais plus. La Tribune, BFM, enfin bon, bref. Et donc, vous voyez qu'en plus, on est dans un monde incroyable, c'est que bénéficiant d'un dispositif hyper privilégié fiscalement, que l'on peut entendre potentiellement, enfin, pas vraiment, mais enfin bon, on peut entendre parce que c'est un secteur très mondialisé. Grâce à cela, c'est des super profits qui sont réalisés. Ces super profits ne sont pas taxés et donc sont réinvestis dans quoi? Dans les médias et dans de l'actionnariat de Carrefour, avec nos impôts. Parce que c'est de l'impôt qui n'est pas payé et donc qui est réinvesti et qui sont des empires qui se construisent par des dispositifs fiscaux détournés et donc qui viennent accentuer la concentration, parce que tout est lié, la concentration des médias et une concentration des médias qui fait qu'on n'est plus dans des médias parce que des médias qui pourraient, par la concurrence, justement être plus incisifs. Non, au contraire, ce sont des médias qui s'accordent pour affaisser et abaisser
le degré d'exigence de l'investigation et évidemment du journalisme tel que vous le portez ici. Pardon. Donc c'est vraiment un truc incroyable, incroyable. C'est un peu plus complexe que ça. Le Monde, par exemple, effectivement, Xavier Niel a mis de l'argent dans le Monde. Dans le Monde, moi, j'ai fait des enquêtes. Personne ne m'a jamais empêché de faire la moindre enquête au Monde. Donc il faut regarder aussi. Il y a une situation inquiétante où effectivement, il y a de plus en plus de médias dans lequel il y a des actionnaires des grandes puissances, aussi parce qu'il y a une crise de la presse. Mais ça dépend des situations. Si vous voulez, la situation entre Bolloré à CNews et Niel à l'Informé ou au Monde n'a pas grand-chose à voir. Donc, il ne suffit pas juste de dire il y a une concentration des médias, il y a des situations très différentes selon les médias et les types d'investisseurs avec des actionnaires qui sont beaucoup moins interventionnistes que d'autres. Donc c'est un sujet complexe, c'est pas juste les médias sont investis par les milliardaires et on peut plus faire d'investigation. Il y a encore au Monde par exemple de l'investigation et dans d'autres médias dans lesquels des grandes fortunes ont mis de l'argent. Sinon la situation serait vraiment catastrophique. Alors je ne dis pas que la concentration empêche l'investigation, je dis mais qu'elle ne la favorise pas. Voilà, tout simplement. Oui, non, non, mais moi je suis pas salarié du Monde. Je vous dis juste qu'au Monde, on peut faire. Moi, je suis pigiste. J'ai fait une fois une enquête là-bas. Je peux vous dire qu'on peut faire des enquêtes sur plein de sujets au Monde quand même, hein. Et sur ce sujet, par exemple, l'Informé, qui est en grande partie financé par Niel, l'Informé, lui, a fait une enquête sur Niel. Raymond Avrier, juste une petite remarque sur le fait qu'il y a eu une évolution sur l'accès aux informations compte tenu du statut de journaliste. C'est la première incidente a été sur une démarche qu'avait fait, je crois, Mathilde Mathieu à Mediapart, qui est passée, qui est devenue une jurisprudence du Conseil d'État, dans lequel la balance entre le travail demandé à l'administration pour occulter ou pour retrouver les documents et l'intérêt public lié au statut du demandeur, qui normalement ne rentre pas en ligne de compte dans l'accès, dans le CRPA, dans l'accès aux documents administratifs, on n'a pas à tenir compte, n'importe qui peut le faire sans dire pourquoi et dans quel statut. Et n'importe quel administré, pas citoyen, hein, administré. Eh bien, dorénavant, il y a quand même plusieurs jurisprudences qui vous donnent un pouvoir supplémentaire au commun des mortels. Vous avez donc, vous, journalistes, deux super pouvoirs. Le secret des sources, qui est quand même la garantie pour un certain nombre de personnes qui accèdent à des informations qu'elles obtiennent un peu sous le coude, de pouvoir se protéger sans se déclarer lanceur d'alerte, en permettant qu'un article soit étayé, contradictoire, ce qui suppose de revérifier les données, mais soit porté par des journalistes qui, eux, ont la garantie du secret des sources. Et deuxièmement, lorsque vous demandez via la CADA, dans le mois qui suit, et la CADA est censée répondre dans le mois qui suit également et non pas dans 3 mois, elle a mis des fois 7 mois, vous avez un pouvoir supérieur qu'il convient de vous déléguer. Il n'y a pas seulement nos représentants à l'Assemblée nationale, il y a aussi nos représentants d'intérêt public que sont les journalistes. Deuxième remarque, dans les dossiers économiques, il faut en particulier, comme l'a fait Victor Castanet, regarder les emplois liés au marché public. Quand nous sommes arrivés dans une instance et que nous avons découvert, après investigation administrative, qu'il y avait 5 emplois supplémentaires affectés au contrat de délégation de service public avec la Lyonnaise des Eaux et la Générale des Eaux, et ça pendant 25 ans, ça fait des millions de surfacturation pour les usagers. Et troisième remarque, il me semble que de nos échanges naît un propos
qui serait que le secret des affaires, c'est du caviar, c'est du caviardage. Bonjour, Pierre Januel, je suis journaliste indépendant et moi aussi j'ai fait pas mal d'enquêtes, y compris dans Le Monde, et personne ne m'a jamais empêché d'en faire. Mais je voulais plutôt rebondir sur les propos de Raymond Avrier. En fait, on a un problème avec ce droit français. Je suis comme Alexandre Deschenay, membre de l'Association des journalistes pour la transparence, c'est qu'on a une muraille de secret. Et si c'est pas le secret des affaires, ça sera le secret de la vie privée des personnes morales, ça sera le RGPD, ça sera autre chose. Et comme le disait Raymond, on a commencé à avoir une jurisprudence poussée par la Cour européenne des droits de l'homme, qui considère en fait une chose, c'est qu'il y a des demandeurs particuliers qui sont les journalistes, mais pas seulement eux, également les universitaires, également les ONG, et on pourrait même rajouter les parlementaires, qui ont un rôle particulier dans la société de l'information. Et dès lors, leur refuser l'obtention d'un document est une atteinte à la liberté d'expression. Donc, devrait en découler deux choses, qui seront pour moi le seul moyen de passer face aux nombreuses difficultés qu'on a dans le droit français, les deux principales étant la lenteur de la justice administrative et le problème, c'est la loi qui prévoit une vingtaine de secrets qui nous sont tous opposables. Et ça serait deux choses. D'une part, permettre, comme le disait Alexandre, une procédure de référé pour pouvoir aller rapidement dès lors que le document est justifié dans un débat d'intérêt général. C'est-à-dire qu'effectivement, par exemple, un document sur la sûreté sanitaire de la Seine au moment où il va y avoir des baignades, ça a du sens de l'avoir avant les compétitions. Et on a essayé d'aller en référé là-dessus. Et on a perdu parce que le droit français ne reconnaît pas un référé communication dans ce sens pour l'accès à des documents. C'est assez compliqué. Et deuxième chose, c'est la mise en balance. C'est-à-dire que le droit européen nous pousse, mais le droit français n'est pas assez clair. C'est que moi, je peux comprendre la logique du secret des affaires et je peux comprendre qu'il y a des stratégies commerciales qui doivent rester secrètes, mais parfois, le même document a sa place dans le débat public et il est important le débat public. Et le rôle du journaliste est justement de pouvoir distinguer ce qui peut relever du secret de l'entreprise et de l'importance pour le débat d'intérêt général. Nous, notre rôle est aussi d'être les médiateurs ou d'être les intermédiaires. On ne diffuse pas dans nos articles toutes les informations auxquelles on a accès parce qu'on sait qu'il y a des choses qui peuvent, parfois, on ne met pas le nom d'une personne dans nos articles. Voilà, on sait faire attention à ça, mais on sait aussi ne pas garder secrètes des informations dès lors qu'il est important que le public soit au courant. Et pour moi, les deux importances, les deux changements qu'il devrait faire dans la loi, c'est reconnaître cette mise en balance. C'est-à-dire que l'administration est obligée de se dire ah oui, il y a les RGPD, mais ah oui, ce document est important et on devrait le communiquer à tel journaliste. Et l'autre chose, c'est les délais. Par exemple, on a soutenu Stéphane De Vries, le journaliste hollandais qui a demandé les notes de frais de Anne Hidalgo. Voilà, il en a eu pour 4 ans de procédure. Il en a eu pour 4 ans. Et ensuite, il était même plus basé. Donc, on a ça. Moi, là, en ce moment, je suis devant la Cour européenne des droits de l'homme pour avoir accès au nom des participants aux chasses présidentielles de l'année 2018. Bon, voilà, on peut s'amuser à faire des contentieux, mais on a rarement le temps parce que la difficulté pour l'investigation est parfois plus une difficulté économique et de précarité économique qu'une difficulté de censure par des intérêts supérieurs. Merci. C'est vrai que pour Anne Hidalgo, ça a pris 5 ans et ça lui a permis que tous les documents soient communiqués après l'élection présidentielle. Et je pense qu'ils avaient bien ça en tête et que c'est vraiment que nous, on a souvent le droit avec nous, mais les administrations et les élus, ils ont le temps avec eux et ils en profitent assez largement. Bonjour Paul Ménoré, je suis ancien enquêteur financier et je commence à faire un peu de journaliste d'investigation. Je rebondis justement sur... C'est une question que je me pose. Non, justement, je rebondis sur ce point-là, puisqu'on a notamment 3 journalistes d'investigation ici. Vous avez un constat commun sur les lenteurs de la CADA, sur le côté chronophage aussi des démarches, et aussi sur d'autres points. Là, on est dans un lieu législatif, l'Assemblée nationale. Si vous aviez une mesure, du coup, pour améliorer ça, ou en tout cas, qu'est-ce que vous viseriez en termes de solutions pour améliorer votre travail au jour le jour, et du coup, pour justement passer outre ces problèmes de transparence et pouvoir amener l'information au plus proche. Est-ce que c'est aussi une question de ressources, typiquement, comme fait l'AJT en termes de ressources juridiques et financières, pour pouvoir mener ces démarches? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors moi, très rapidement, très rapidement, je dirais que, notamment pour des entreprises qui sont en grande partie, même à majorité,
dont la majorité des revenus provient de fonds publics, on doit pouvoir avoir accès aux documents. Et si le journaliste doit être amené à faire une procédure, notamment auprès de la CADA, ou ensuite une procédure où il doit avoir un avocat, que l'ensemble des frais de justice puissent être remboursés à la rédaction, aux journalistes indépendants. Parce qu'effectivement, il y a un vrai sujet sur les coûts. Donc je dirais ça, les 2 points. Nous, il y a cette histoire de référé communication qui serait quand même assez utile et qui permettrait d'aller vite. Et c'est vraiment le principal obstacle quand on a des infos comme Benjamin le disait. Si on fait un article, comme moi, quand j'ai demandé les documents d'Amazon en 2019, je les ai obtenus en 2023, je crois. Et du coup, l'info, c'était que j'ai eu les documents et que l'Élysée avait utilisé le secret des affaires. C'était ça qui m'a permis de le vendre à Mediapart à l'époque. Mais du coup, c'était très tard et puis c'était plus les mêmes personnes, elles étaient plus en place, quoi. Il y avait pas. Donc, c'est vrai que ce serait le principal outil qui nous aiderait. Et puis, quoi, ça permettrait aussi de nous, ce qu'on fait, quoi, la CADA, c'est bien gentil, mais normalement, elle doit répondre en un mois. Donc, moi, quand on est un peu pressé, ce que j'encourage les gens à faire, c'est de respecter les délais légaux. Donc, on attend un mois, on saisit la CADA, on attend un mois, on saisit le tribunal. Et déjà, ça permet de gagner plein de temps, puisque la CADA, de toute façon, elle rend des avis de plus en plus nuancés, donc pas très utiles, quoi. Elle va dire, elle a pas, quoi, c'est ce que, je sais plus qui, je crois que c'est vous qui disiez qu'il fallait que la CADA puisse consulter les documents. Parce qu'elle le fait pas souvent et parfois l'administration le fait, mais la plupart du temps, c'est un peu du jus de crâne. On imagine qu'il pourrait y avoir ça et quand ils ont le temps de se passer sur un document, leur avis il est super circonstancié et ils nous aident dans la procédure, mais vu que les délais ils durent 3 ans, autant les lancer le plus rapidement possible en absence de mesures d'urgence. Oui, bah, je surenchéris sur la question du temps. Mais je rebondis sur ce que disait Pierre sur les notes de frais. On parlait de celle d'Anne Hidalgo, mais nous, on a demandé les notes de frais de Laurent Wauquiez en tant que président du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes. En 2021, on a demandé celle pour les années 2019, 2020, 2021. CADA, tribunal administratif, appel, Cour de cassation, qui nous a donné raison en juillet dernier, et on ne les a toujours pas. Donc là, on repart devant le tribunal administratif pour faire appliquer la décision de la Cour de cassation. Donc cette question du temps, elle est primordiale, parce qu'on va se retrouver, ça va être super, hein, on va être content, on va avoir les notes de frais de l'an Wauquiez pour 2019, 2020, 2021. Mais on n'aura pas les suivantes, puisque c'est celle-là qu'on a demandé à l'origine. Donc, voilà, on est confronté à cette question de la temporalité. On aura 3 ans de vieilles notes de frais et au bout de 4 ans de procédure. C'est à la limite, enfin, c'est insupportable. Et ça vous a coûté combien d'ailleurs? La Et procédure en bah, la tout, tu dirais? procédure au total, je crois qu'on doit être pas loin de euh, 6 000 ou 7 000 euros, quelque chose comme ça, puisque l'avocat au conseil, c'était 5 000 euros, et puis différents frais précédents. Donc on est dans cet ordre de prix, si on peut appeler ça comme ça. Merci. Oui, Eric Alt, administrateur d'Anticor. J'aimerais poser une question simple sur la concentration des médias. Le Sénat, en 2022, a fait un grand rapport sur la concentration des médias avec 32 propositions, j'ai vérifié. Et je souhaiterais juste, simple, pour ceux qui s'en souviennent de ce rapport, connaître votre appréciation sur ces propositions et ce travail. Je pose ma question tout de suite ou il répète? Oui, je voulais rebondir sur le discussion avec Pierre et sur enfin, la question de la place des journalistes parce que pardon, Mathieu Lequen donc de l'association Academia travaille sur l'enseignement supérieur et la recherche. Moi, enfin, on partage complètement les constats sur la nécessité d'un référé communication, la mise en balance du secret versus les intérêts publics, etc. Mais moi, ce qui m'inquiète, comme disait monsieur Avrier, c'est sur cette possibilité de estimer, enfin, de prendre en compte dans la mise en balance la personnalité du demandeur.
et sa qualité de journaliste d'universitaire, etc. Et je pense que c'est très important de se dire qu'il faut que cette mise en balance se fasse sur la nature des informations, mais pas sur la personnalité du vendeur. Pourquoi? Parce que quand on est en fait, lanceur d'alerte, on est au départ du processus, on demande des documents, souvent on soupçonne quelque chose, mais on ne sait pas ce qu'on va trouver dedans, on n'anticipe pas tout ce qui va potentiellement s'en suivre avec ça, et donc on le fait à titre individuel, avant même d'éventuellement alerter la presse ou d'alerter des associations, etc. Donc je pense que c'est très important pour protéger aussi les individus et pour que ce pouvoir reste un pouvoir citoyen qui est objectif et sur lequel tout le monde peut faire cette demande, de pas qu'on rentre pas dans cette dérive-là. Voilà. Non, c'est pas une dérive, non, mais c'est voilà. Bonjour, merci pour vos interventions. Diane Semerjan, je suis responsable du plaidoyer chez Transparency International, qui est une organisation de lutte anticorruption. En fait, je vous ai écouté attentivement et je me suis dit qu'il y avait un absent ou une absente au débat. C'était en fait le fait qu'il y a deux courbes qui se croisent, pardon. À la fois la lenteur du coup de l'accès aux documents relevant du champ de l'intérêt général et aux documents administratifs, et à la fois la célérité des attaques dans le champ informationnel et la force de la désinformation duquel le journalisme d'investigation d'ailleurs est aussi voilà, une victime collatérale au même titre que nous tous et nous toutes. Et donc, je me demandais comment vous voyez cette question-là du secret des affaires à l'aune de l'ère de la désinformation, puisque ces deux courbes se croisent. Il y a une lenteur d'un côté et une accélération de l'autre. Et donc, voilà, comment on fait face à ça? Et puis, je pensais aussi au référé média. C'est vrai que le référé, c'est quelque chose qui est en droit et on tente de plus en plus de l'utiliser. Il y a aussi le référé fake news, par exemple, dans le cadre des élections, mais il n'est pas utilisé. En revanche, il est plus utilisé dans le champ des infractions sexistes et sexuelles en ligne, notamment. Là, ça marche. Donc peut-être qu'il y a aussi sur le champ infractionnel une voie qui s'ouvre pour essayer d'imaginer comment on pourrait gagner de l'accès dans ce champ-là. Voilà, je soumets cette porte ouverte. J'essaye de réfléchir aux solutions. C'est vrai qu'on est beaucoup dans le constat, mais c'est intéressant aussi d'être tous ensemble pour explorer des solutions concrètes pour ouvrir ces portes-là. Et dernier aspect, sur les synergies entre le journalisme d'investigation, notamment local, mais même aussi au niveau national, et qui relève souvent d'ailleurs d'affaires d'atteinte à la probité, on a parlé de détournement de fonds publics, etc. Donc, comment on peut penser des synergies peut-être renforcées avec les associations de lutte contre la corruption? Est-ce que vous avez des échanges avec eux? Comment vous pouvez nous aider aussi à mettre en récit peut-être un certain nombre d'enjeux dans le micro? Merci. Alors, moi, je peux commencer sur la dernière question et les rapports avec les associations anticorruption au niveau local. Donc, on a des rapports réguliers et plus ou moins étroits d'ailleurs selon les groupes locaux, mais des rapports réguliers avec les associations anticorruption, notamment Anticor. C'est un travail de relations à la fois nous, il peut nous arriver d'aller solliciter Anticor pour avoir un avis, une expertise, une réaction. Ça arrive régulièrement qu'une association vienne nous voir avec un dossier plus ou moins ficelé. Ça se passe souvent très bien, pas toujours, parce que les temporalités de l'association et du média ne sont pas forcément toujours les mêmes. Et donc, nous, on a tendance à vouloir aller vite, pas précipitamment, mais vite, ce qui n'est pas toujours le cas de l'association locale. Donc, mais globalement, enfin, ces liens existent
de les resserrer, ou en tout cas de les entretenir le plus possible, parce que c'est vraiment précieux. Il y avait 3 questions. Oui, alors j'avais la réponse à la Bah, première. Juste, pardon, sur le rapport du Sénat, pardon, j'ai pas le. J'ai pas. Enfin, j'ai pas de réponse. J'ai pas- Moi, je peux répondre sur une. Non, dans les solutions, bah, on pourrait en discuter des heures. Moi, je pense que dans les solutions, il y a le fait que le journalisme s'ouvre. C'est-à-dire que sûrement, il faut être plus fort, plus riche, mutualiser les moyens. Ça se fait au niveau local. Tout à l'heure, on en discutait. Médiacité essaye de mutualiser les moyens avec d'autres rédactions locales. Sûrement, ça se fait aussi au niveau international. Les consortiums de journalistes permettent effectivement, quand vous mutualisez vos forces, El País travaille avec Le Monde, qui travaille avec un journal allemand. Je pense que ça, c'est une des solutions. Et sûrement aussi, il faut investir d'autres champs, c'est-à-dire qu'il y a le champ du journalisme pur, des rédactions, etc. Moi, j'ai aussi trouvé ma liberté, plus de moyens, une certaine forme d'indépendance éditoriale et tout dans l'édition. J'ai eu ici même de grands affrontements avec la commission de la carte de presse, par exemple, qui veut pas me donner la carte de presse parce que j'écris plus dans une rédaction. La majorité de mes revenus sont issus des droits d'auteur. Donc, bon, à mon avis, ils sont complètement idiots, mais ils estiment que du coup, je suis pas un journaliste. Alors même que je leur ai expliqué que l'édition est un endroit où justement vous allez trouver du temps, ce qui parfois manque dans des rédacs, des moyens. J'ai des avaloirs et des financements plus importants que si je faisais la même enquête dans une rédac. Personne en France, aucune rédac me donnerait de quoi travailler pendant 3 ans sur le même sujet. Et puis j'ai une très grande liberté éditoriale. Et donc sûrement, bah, il n'y a pas que d'ailleurs l'édition, mais sûrement le journaliste va devoir se poser la question d'aller voir aussi ailleurs que dans l'unité de la rédaction. Voilà. De rebondir là-dessus aussi, il y a je parle simplement la question de la réforme des aides à la presse aussi pour justement les réorienter, notamment pour défendre beaucoup plus le journalisme indépendant et d'investigation, puisqu'effectivement, pour l'instant, elles sont quand même beaucoup, voilà, elles vont beaucoup en termes d'aide à la diffusion postale et au final à des médias qui n'ont pas spécialement tant que ça autant de besoins. Et effectivement, et derrière, il y a quand même toujours une question de pouvoir la financer, l'investigation, parce que c'est toujours aussi des questions de moyens financiers, quoi. Et voilà. Et puis juste pour te répondre sur ta remarque de tout à l'heure aussi, Il a comment... trouvé des chiffres. Non, non, non. Non, c'était juste pour me le dire, je ne dis pas du tout qu'il y a de l'investigation encore dans les médias dominants, c'est juste pour dire que, alors, voilà, on peut parler par exemple de ce qu'a fait Bolloré au service d'investigation à Canal, quoi. Typiquement, il a quand même. Ça, bien sûr, il y a plein Voilà. d'exemples. Hein. Mais voilà. Et puis après, je pense qu'il y a aussi une question peut-être que vous devez vous poser sur c'est quoi se retrouver en tant que journaliste indépendant qui est dans un contrat enfin, qui vend des reportages d'investigation à un média. C'est pas la même chose que d'être en CDI, quoi. Parce que au final, on est un peu presque, on se retrouve souvent à vendre le reportage fini et avec du coup un pouvoir de la. Enfin, et ça donne aussi plus de pouvoir à la hiérarchie éditoriale pour accepter ou pas un reportage. Enfin, ça c'est pas forcément votre cas, je sais pas Moi, j'ai quel cas. travaillé la plupart du temps en journaliste indépendant. J'ai proposé mes enquêtes au Monde, à Society et ailleurs. Bon, C'était des. j'étais plutôt plus libre, Hmm. ou en tout cas totalement libre pour faire mes enquêtes et pour y passer le temps que je voulais. Ça, après, c'est un choix personnel. Et c'était un Mais projet le, d'enquête que tu présentais et ouais, après. que je présentais souvent au départ. Et du coup, moi, je réponds jamais à une commande, Hmm. c'est toujours moi qui propose, et puis je vois la rédaction qui est intéressée, et puis ensuite je fais mon sujet sur lequel, d'ailleurs, je dois dire, j'ai Hmm. aucun exemple de rédac qui m'ont dit, oula, non, tu t'écris pas ça. C'est peut-être. Ouais, mais parce que c'est peut-être plus à la télé ou autre, où des fois ça fonctionne souvent par boîte de production de reportages et où du coup, finalement, le service d'investigation de la chaîne, il va dire, ah, on prend ce reportage-là, on prend pas celui-là, mais une fois qu'il est fait ou quelque part, c'est un peu joué un peu dans l'angle du reportage on va penser le reportage pour être au final achetable ou pas par les médias derrière, quoi. Et où ça fait. Enfin, moi, j'ai vu des journalistes, notamment du service public, qui disaient, bah, en fait, à l'époque, on le faisait en interne, donc on présentait le projet, puis, puis après, ce que donnait le reportage, bah, on le présentait, quoi, même si ce qu'il donnait ne plaisait pas
au final la hiérarchie, quoi. Et voilà, il y a quand même une verticalisation petit à petit du pouvoir qui se passe, entre autres par de la précarisation des journalistes, quoi. Moi, j'avais peut-être une réponse juste sur l'idée des partenariats. Je pense que c'est bien que chacun reste dans son travail et son métier. Après, c'est sûr que on a des pouvoirs différents, comme on l'a dit, mais en vrai, c'est compliqué, quoi. Essayer de solliciter un parlementaire pour poser des questions précises, on n'a pas du tout les mêmes temporalités. Du coup, ça marche. Quoi, j'ai essayé de le faire, mais bon, ça marche pas vraiment. Ce qui est intéressant, en revanche, le pouvoir spécial des parlementaires, c'est que pas avec leurs questions, ils ont un droit à l'information et ils peuvent dire, faites-moi un tableau avec tous les usages des armes pour telle année, quelque chose comme ça. Si moi je demande la même chose, le CRPA, il concerne que des documents. Et du coup, soit il y a un petit compte-rendu qui existe, comme maintenant il y a le rapport de l'IGPN et de l'IGGN, mais avant, il n'y en avait pas. Et donc, soit il y a le document qui existe et puis ils sont obligés de me le fournir après 5 ans de procédure, soit bah, je vais dans le baba. Et c'est vrai qu'il y a peut-être aussi cette évolution-là qu'on peut imaginer d'aller vers un droit à l'information et comparable au droit dans les autres pays de FOIA. Voilà, d'obliger l'administration, quand elle le peut, à nous donner une information et pas dire, bah non, mais ça, on l'a écrit nulle part, du coup, on peut pas vous le dire. Et c'est vrai que les parlementaires, ils ont un peu ce pouvoir. Et, euh, et, et c'est bien quand ils l'utilisent, c'est assez utile. Quoi? Non, je vous en parlerai tout à l'heure, mais les parlementaires n'ont pas ce pouvoir par rapport à la question du secret des affaires. C'est justement un vrai sujet. On va en reparler tout à l'heure. Et du coup, je pense qu'il y a un truc qu'on peut essayer de faire aussi tous ensemble, c'est d'avoir une jurisprudence qui soit claire et la plus permissive possible et qui, du coup, facilite le travail de l'administration. Quand tout est écrit et s'ils disent, bah ça, il n'y a pas de doute, vous devez le donner, je suis sûr qu'ils prendront pas beaucoup de temps pour nous le transmettre. Bonjour à tous, je suis Mélanie de Souza, doctorante et juriste en droit public et je souhaitais juste rebondir sur la notion de référé communication. Je suis désolée, ça ne permettra pas de résoudre votre problème en tant que journaliste pour les temporalités, mais c'est plutôt pour les administrés qui souhaiteraient mener un recours. Il existe par la voie du référé mesure utile une possibilité de mener un référé dit communication de documents qui permet de saisir immédiatement le juge administratif sans avoir d'abord la nécessité de saisir la CADA ou de faire une demande gracieuse auprès de l'administration. Et c'est vrai que c'est une voie de recours qui est souvent oubliée parce qu'on pense directement à la CADA, mais c'est vrai que si on se situe dans un contentieux et dans une urgence liée à ce contentieux, avoir accès à ce document par le référé mesure utile peut être intéressant en tant qu'administré. Voilà. C'est sur le même sujet ou pas? Parce que je pense qu'il y a une réponse. Je donne la réponse et j'arrête. En fait, on a tenté tous les référés, mais le problème, c'est que nous, notre but n'est pas d'avoir les documents pour avoir enclenché notre procédure administrative, à l'accès aux documents et notre finalité. Et donc, de fait, on a tenté avec des journalistes, avec différentes voix, les différents types de référés, et de manière assez logique, le Conseil d'État nous a mis à la fin toujours un mur. Donc, c'est une voie sans issue, c'est pour ça qu'il faut changer la loi, pour faire un référé ad hoc sur la communication. Et l'autre point, c'est pourquoi il faut donner un pouvoir particulier aux journalistes? En France, on a un droit de la presse extrêmement intéressant, une liberté d'expression extrêmement préservée, puisque ça fait 120 ans que les journalistes vont faire des procès et que le juge, au moment où il doit faire une condamnation pour un procès de diffamation, vu que c'est Le Monde, vu que c'est Mediapart, vu que c'est le Canard enchaîné, il hésite toujours. Donc on a une liberté d'expression extrêmement favorisée et il suffit de voir comment se passent les audiences de presse. C'est une justice de grande qualité, qu'on la compare par exemple aux comparutions immédiates où les enjeux sont parfois bien plus lourds. Si demain, on a une mise en balance qui est faite pour les personnes à statut particulier, et j'ai pas dit que c'était uniquement les journalistes, la CEDH dit les associations, elle dit aussi les universitaires, et on pourrait rajouter les parlementaires. On commencera à avoir une jurisprudence plus favorable aux requérants, et derrière cette brèche pourra s'engouffrer toutes les personnes qui viendront derrière. C'est pour ça que là aussi, il faut changer la loi pour prévoir cette mise en balance, dès lors qu'il y a un intérêt dans le débat d'intérêt général, et il suffit de reprendre les termes de la cour, des décisions de la CEDH. Merci.
de fond. Je ne sais pas si on va avoir le temps de le traiter là. Est-ce que ça concernait l'autoroute par là-bas? Sinon, on fait la pause là et on démarre Canal Seine-Nord. C'était pas sur l'autoroute? Comment? Je suis pardon, totalement d'accord avec vous et c'est pour ça que j'ai précisé que c'était pas une solution pour les journalistes malheureusement, mais que c'était plutôt pour les administrés qui ont une problématique qu'ils connaissent et qu'ils peuvent avoir cette possibilité-là, pardon, qui n'est pas suffisamment connue à mon sens et qui permettrait d'aller plus vite et de protéger au mieux nos intérêts. C'est la dernière, hein? Merci. Alors, moi, je m'appelle Caroline Duvel et je vais parler très naïvement. J'ai une question en tant que citoyenne, hein, même si là, je représente une lutte contre un projet autoroutier encore pire que la 69. Mais ma question porte sur le droit. En tant que citoyen, on a des droits et on a des devoirs. Enfin, l'État nous retrouve tout de suite quand on fait une petite bêtise ou quand on oublie de payer un impôt, une amende, etc. Et je crois que dans la loi telle qu'il faudrait la voir, il ne faut pas juste revoir la loi sur le secret des affaires. Je pense qu'il faudrait carrément une loi qui s'intéresse en fait à la transparence de l'information quand on est une entreprise publique ou quand on est un personnage public. Parce que je ne vois pas pourquoi nous, les citoyens lambda, on a des droits et des devoirs, et pourquoi les personnes publiques ou les personnes qui représentent des entreprises publiques n'en auraient pas. Enfin, je veux dire, on le voit tous les jours, même dans les plus gros scandales, comme ça a été le cas avec Madame Le Pen ou avec Monsieur Sarkozy, ou etc. Il y a toujours des cartes joker qui sortent de je sais pas où. Et ça, c'est inadmissible. Enfin, c'est des personnages publics. On a voté pour des gens qui sont censés représenter les citoyens. Et pourquoi eux, ils s'affranchiraient de ces devoirs, en fait? Le devoir de transparence, ça me paraît l'essentiel quand on représente un peuple et des citoyens. Donc cette loi, elle devrait aussi pas seulement cibler le secret des affaires en disant, bah, par exemple, si c'est de l'information d'une entreprise publique, effectivement, l'information doit être accessible et non caviardée et tout de suite, pas 4 ans ou 6 ans plus tard. Mais au-delà de ça, les personnages publics, là, on parlait tout à l'heure de M. Vauquier, je ne sais pas combien d'années avant que vous ayez les infos, c'est vous qui en parliez. Mais il devrait, je suis désolée, on devrait prendre une amende quand on ne donne pas les informations requises. Et là, le droit devrait s'y intéresser aussi, ou la loi, je ne sais pas. Enfin voilà, c'était une question naïve de citoyenne. Peut-être que je peux répondre parce que moi, Monsieur Vauquier, d'après ce que j'ai cru comprendre. Il y a Madame Delia aussi. Oui, voilà. Non, du coup, moi, j'avais participé à un colloque à la CADA pour ses 40 ans et j'avais discuté avec un magistrat, quelqu'un d'un tribunal administratif ou du Conseil d'État, et je lui dis, mais c'est dommage que ça marche aussi mal. Et en fait, il me dit, mais ça marche pas mal puisque quand le tribunal condamne l'administration, vous avez les documents. Et pour eux, c'est le cheminement normal. Et du coup, bah oui, ils le font à la fin, tel que la loi leur leur explique. Et par exemple, pour Anne Hidalgo, la manière dont ils l'ont tourné pour les notes de frais, ça a été de dire que voilà, ils avaient un doute sur le fait que c'était peut-être des données personnelles et que machin, et du coup, ils le présentent comme avoir permis une clarification grâce au Conseil d'État et 5 ans d'attente. Je ne sais pas s'ils sont de bonne foi ou pas, mais en tout cas, le fonctionnement de la justice de la justice administrative pour beaucoup de gens, le fait qu'ils soient condamnés à publier et qu'à la fin ils publient, c'est que ça marche très bien. Et voilà. Et après, sur les entreprises publiques, elles sont concernées par le droit administratif et les élus, à part le président de la République, qui sont aussi concernés. Et je ne sais pas s'ils prennent des amendes, mais ils participent aux frais des personnes qui... il peut y avoir des amendes journalières s'ils peinent à diffuser. On leur dit, bah, vous paierez tant d'amendes par jour d'absence, mais c'est l'administration qui paye, c'est pas Laurent Wauquiez. C'est pas Laurent Wauquiez, c'est une astreinte. Alors, il y a des astreintes, il y a une peine. La Cour de cassation a condamné le Conseil régional de Valais-Rhône-Alpes à nous verser 3 000 euros. Voilà, de frais irréflectibles, exactement. Et donc, il y a une amende, en quelque sorte. C'est pas vraiment une amende, on peut en discuter, mais il y a quelque chose. Mais enfin, ce qui ne couvre pas ce qu'on a engagé. Et puis,
j'ai envie de dire, on n'est pas là pour avoir 3 000 euros. Nous, ce qu'on veut, c'est les documents. Donc, L'amende, c'est les contribuables qui la paient quand même, oui, en plus, finalement. les contribuables. Merci, le contribuable. On va arrêter parce que sinon on va dépasser une dernière petite question minuscule. Oui. Une minuscule question qui n'a pas été abordée à propos du pouvoir du journaliste. Qu'en est-il du journaliste honoraire ou du journaliste indépendant qui n'écrit plus et moi, quand je fais une enquête, on me demande mais ça va être pour qui? Ben, je dis c'est pour une enquête indépendante. Et j'aimerais savoir si vous avez une expérience, enfin vous, sûrement pas, mais est-ce qu'il y a des expériences dans ce domaine où on peut continuer à enquêter avec une carte honoraire qu'on a parce qu'on a travaillé 30 ans dans la presse? On peut, alors c'est vraiment un cas spécifique, mais on peut enquêter quand on veut. Moi, je continue à enquêter, à faire des investigations sans carte de presse. J'ai pas la carte de presse et en vrai, à moi personnellement, moi je me bats contre la commission de la carte de presse. Je pense que c'est des idiots et que ceux qui aujourd'hui n'arrivent pas à avoir la carte de presse, ce sont les journalistes les plus précaires qui partent sur le terrain à l'autre bout du monde, qui sont indépendants et qui font un travail de veille en dehors des rédactions. Donc je me bats contre ça, mais moi personnellement, je n'ai pas besoin de la carte de presse au quotidien. Mes travails précédents, etc., font que je peux globalement demander des informations, aller à l'Élysée ou rencontrer un député, enfin faire ce que je veux en tant que journaliste. La carte de presse m'apporte pas grand-chose, à part peut-être aller au zoo sans payer ou au musée. Mais bon, c'est très honorifique. Sinon, on peut faire son travail d'enquêteur, heureusement, sans carte de presse. À l'Assemblée, je crois, parce qu'ils sont assez pénibles avec les accréditations presse. Ah, je viens souvent à l'Assemblée sans C'est carte de vrai. presse. Ouais. Tant mieux. Il dit Victor Castanet. Exactement. Moi, il me demande ma carte à chaque fois que je veux rentrer, mais pas lui. Ma carte d'identité, pas ma Ah, carte de presse. d'accord. Bon, on va clore cette passionnante table ronde numéro 3.